Bonjour à tous et puis merci à tous de vous être connectés pour suivre aujourd'hui la 22e conférence du dernier mardi du mois, donc organisée par la FHU Respire, qui va être présentée par Lucille Regard, qui va nous parler des trajectoires dans la bronchopneumopathie chronique obstructive. Donc, dans un premier temps, je vais faire comme on le fait d'habitude, vous présenter rapidement la FHU Respire et ses objectifs. Donc, la FHU Respire, c'est un projet qui a été retenu dans le cadre d'un appel d'offres porté par le G4, qui est labellisé depuis le 1er janvier 2021 et pour 5 ans. Les objectifs principaux, c'est de renforcer les relations hôpital-unité de recherche-université au sein de l'interrégion Nord-Ouest pour stimuler la recherche médicale sur la thématique de la santé respiratoire. Un objectif aussi, c'est d'améliorer évidemment la santé respiratoire par une approche intégrée, prenant en compte les caractéristiques de l'hôte dès l'enfance, l'environnement, les pathogènes et leur interaction au niveau pulmonaire. Donc voici les logos de tous nos partenaires depuis le début, qui nous accompagnent, avec qui on travaille quotidiennement. Et dans le cadre de cette FHU Respire, on a décidé de mettre en place les conférences du dernier mardi du mois, donc qui ont lieu chaque dernier mardi du mois de 13h à 14h en visio sur Zoom. L'objectif, c'est de faire connaître la FHU, mais aussi de mettre en avant les compétences et les travaux de recherche des membres de la FHU, qui peuvent de ce fait présenter des sujets, des projets, des avancées, des outils, des technologies qu'ils peuvent partager avec les autres membres de la FHU. Les conférences peuvent être orientées soit grand public, soit réservées plutôt aux professionnels de santé, donc au choix du sujet et du conférencier. Et ces conférences durent en moyenne 30 à 45 minutes où on dédie aussi un temps d'échange pour les questions. La tenue de ces événements sont diffusés auprès de tous nos partenaires, donc des 4 CHU, des 6 universités et puis certaines associations patients et tous les partenaires de la FHU. Et on diffuse également le replay de la conférence qui est sur YouTube, ce qui permet aux personnes qui n'ont pas pu se connecter de revoir la conférence après sa tenue. Alors un petit point sur le programme 2024 qui reste encore ouvert à vos propositions, puisqu'il reste 2 dates disponibles en fin d'année, donc le mardi 29 octobre ou le mardi 26 novembre. Donc si vous avez une proposition de conférence ou une idée de collaborateur à inviter pour nous présenter un sujet, n'hésitez pas à nous faire un petit message sur l'adresse mail de la FHU pour nous en faire part et on verra pour programmer ça, soit cette année, voire même en 2025, puisqu'on pense déjà au programme 2025. Hop, je vais revenir en arrière et du coup, Olivier, je vous laisse présenter l'utile. Eh bien, donc, bonjour à tous et encore, je remercie Lucille Regard d'avoir accepté de venir faire cette présentation. Donc, Lucille Regard, qui est pneumologue à l'hôpital Cochin et qui travaille notamment sur la BPCO, enfin les bronchopathies au sens large, maladie bronchique avec la mucoviscidose également, et qui va vous présenter un peu les nouvelles données qu'on a sur la compréhension des trajectoires d'évolution de la fonction respiratoire qui conduisent à la BPCO, qui n'est plus vue aujourd'hui uniquement comme une conséquence du tabagisme, mais aussi de d'autres facteurs qui interviennent dès la prime enfance, et ce que va nous présenter donc Lucille. Merci beaucoup. Donc, Alors, Lucille, vous bonjour. pouvez partager votre écran. J'ai ouvert le partage normalement. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, parfait. Alors, je vais juste retirer le barre. Je vais voir ici. Voilà, parfait. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité à cette conférence. Et donc, je suis très contente de venir vous parler aujourd'hui des trajectoires dans la BPCO. Voilà, donc, mes liens d'intérêt avec la présentation directe, aucun. Et donc, avant de parler des nouveautés, je vais revenir quelques années ou quelques dizaines d'années en arrière pour parler de comment on voyait la BPCO avant et comment on appréhendait son histoire naturelle.
Et donc, il y a quelques dizaines d'années encore, ce qu'on pensait, c'était que la BPCO, c'était une maladie qui survenait chez des individus qui pouvaient éventuellement avoir des dispositions génétiques, mais surtout des individus qui allaient être exposés au tabac. Que cette exposition, il allait avoir un temps de latence avant que se mettent en route des mécanismes physiopathologiques qui conduisent donc à des événements au niveau cellulaire et puis après au niveau anatomopathologique. Et puis, progressivement, plus le temps passe, plus apparaissent des anomalies d'abord radiologiques et puis fonctionnelles avec la survenue du trouble ventilateur obstructif qui signe la maladie, et puis après la survenue du trouble ventilateur obstructif, des manifestations cliniques, et quand la maladie continue de progresser, eh bien, elle pouvait conduire au décès des patients. Et donc, en fait, on avait une vision très linéaire de la maladie, avec une maladie qui était dite auto-infligée, liée au tabac, et donc d'évolution linéaire. Alors, pareil, il y a quelques dizaines d'années maintenant, presque 50 ans, quand on regardait ce qui se passait au niveau de la fonction respiratoire, ce qu'on pensait, c'était que la survenue de la BPCO, elle était uniquement due au déclin accéléré du VEMS, du volume expiratoire maximal en une seconde. Et donc, comme vous pouvez le voir sur cette courbe, vous avez ici la courbe de haut qui est celle des individus normaux ou ceux qui étaient dits non sensibles au tabac. Et puis, quand on était fumeur et plus ou moins sensible, soit en bleu ici, en très plein ou en très pointillé en dessous, et on allait évoluer, on allait développer une BPCO parce que le VEMS allait décroître de manière accélérée. Et puis, si on arrêtait de fumer, on pouvait éventuellement rejoindre les couloirs, alors évidemment, sans retrouver une fonction respiratoire normale. Et donc, cette vision très linéaire et le rôle unique finalement du déclin du VEMS dans la survenue de la BPCO, c'est maintenant évidemment remis en cause avec l'amélioration de notre compréhension des mécanismes physiopathologiques qui conduisent à cette maladie. Et donc, ce qu'on sait maintenant, c'est que la maladie BPCO, c'est une maladie qui est complexe et qui va être la résultante d'interactions entre un individu, son background génétique, et puis son environnement avec ses interventions, ses interactions, elles vont avoir lieu tout au long de la vie. Et c'est ça qui est très important et c'est ça qui est la base de la Genomics, comme j'écrivais ici, pour Gene Environment Time, qui est donc une manière d'envisager la survenue et l'évolution des maladies chroniques et en particulier de la BPCO. Alors, une des études qui a permis d'asseoir complètement le fait que la BPCO, ce n'était pas une maladie linéaire et qu'il n'y avait pas uniquement le déclin de l'EMS qui était impliqué dans son développement, c'est celle-ci, une étude qui a maintenant quelques années, été parue en 2015 dans New England, une étude de cohorte avec plusieurs milliers de patients inclus au jeune âge adulte, et puis suivis tout au long de leur vie avec des mesures de fonction respiratoire. Et donc, vous voyez ici apparaissent sur cette courbe 4 trajectoires, 4 courbes, une courbe verte, c'est la courbe des patients qui ont une fonction respiratoire normale, et puis cette courbe rouge, les patients qui ont un déclin du VEMS accéléré, et en dessous, vous avez ces deux autres courbes, avec la courbe jaune, finalement un déclin du VMS qui est similaire à ceux des patients on va dire, similaire à la courbe normale, et puis cette autre courbe noire avec également un déclin du VMS. Et donc, en fait, un des résultats phares de cette étude, c'est d'abord que le pic de fonction respiratoire à l'âge adulte, eh bien, il est variable. On n'est pas tous égaux et on n'arrive pas tous à 20 ans avec 100% de VMS. C'était le premier résultat très important. Et deuxième résultat très important, vous voyez ici que donc, vous avez la courbe rouge et la courbe noire, qui sont deux courbes qui conduisent, pardon, quand les patients étaient suivis dans le temps, ils ont regardé qui développait une BPCO. Et donc, ceux qui développaient une BPCO étaient ici ces deux trajectoires-là. Et finalement, cette courbe noire, il y a un déclin qui est probablement un peu plus important que celle de la courbe verte, mais pas tant que ça. Et donc, en fait, le déclin accéléré du MS n'était pas la seule trajectoire qui pouvait conduire au développement de la BPCO. Et on avait même, en fait, 50% des cas, vous voyez ici, 5,5% des patients BPCO et 6,1% issus de chaque courbe, donc 50% de patients qui développaient une BPCO, pas parce qu'il y avait un déclin accéléré du VMS, mais parce qu'il y avait probablement un développement, une croissance pulmonaire qui était anormale.
Alors, un mot rapide sur ce qui est le développement pulmonaire et la croissance pulmonaire normale. Donc, le développement pulmonaire, rapidement, il commence très tôt dans la vie intra-utérine, environ entre 3 et 4 semaines de gestation, avec différents stades qui vont se succéder, comme vous le voyez ici. Alors, initialement, des stades de branching, donc la formation des voies aériennes, ce sont les stades précoces, et puis progressivement, les stades, quand on arrive au stade saculaire, le stade de développement des alvéoles primitives, qui vont se former, puis qui vont ensuite se multiplier pour arriver au stade alvéolaire, qui est là, le développement des alvéoles matures. Et donc, ce stade alvéolaire, il commence un petit peu avant la naissance. Vous voyez ici, à 36 semaines de gestation. Et puis, surtout, il se poursuit après la naissance, dans la première année de vie, jusqu'à 1 an et demi à peu près. Il y a l'alvéolisation qui se poursuit. Et donc, quand les enfants atteignent l'âge d'1 an et demi, ils ont finalement des poumons qui ressemblent à des petits poumons d'adultes et va commencer une phase de croissance pulmonaire. Donc, la croissance pulmonaire normale, elle est bien connue. Vous avez ici, sur la gauche, les volumes mobilisables et puis ici les volumes non mobilisables. Et là, vous avez le rapport VEMS sur CVF. Et donc, quand on regarde ce qui se passe au niveau des volumes mobilisables, non mobilisables, et ben, on a une phase de croissance pulmonaire. Cette croissance, elle se produit jusqu'à peu près l'âge de 20 ans, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Et puis ensuite, il y a une petite phase de plateau et un déclin progressif tout au long de la vie. Alors, quand on regarde ce qui se passe au niveau du rapport VEMS sur CVF, c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'on a une première phase de croissance qui est dite dysynaptique. Ça veut dire que la croissance des poumons, le parenchyme pulmonaire, va se faire plus vite que la croissance des voies aériennes. Et donc, c'est pour ça qu'on a un rapport VMS sur CDF qui diminue. D'accord. Et puis, au moment de l'adolescence, on a cette petite phase-là de rattrapage. D'accord, où la tendance va s'inverser avec les voies aériennes. Donc, c'est au moment de l'adolescence, les voies aériennes qui vont grossir. Et puis ensuite, eh ben, on va reprendre une courbe de décroissance à partir du jeune âge adulte. Et donc tout ceci, c'est important de le connaître et ça nous permet de bien apprendre le fait que eh bien, s'il se passe quelque chose à n'importe quelle étape soit du développement pulmonaire, soit de la croissance pulmonaire, et ben donc il peut y avoir un impact sur la fonction respiratoire maximale, le pic de VEMS qu'on atteint au jeune âge adulte. Et donc, les questions auxquelles nombreuses études nous ont permis de répondre sur les 10-15 dernières années, eh ben, c'est que se passe-t-il avant ici, vous avez la courbe en bleu, la courbe normale, et puis la courbe rouge d'un low peak, FIV1 peak. Et donc, qu'est-ce qui se passe avant l'atteinte de ce pic et quels sont les déterminants qui vont influer sur l'atteinte ou non d'un pic de VEMS normal au jeune âge adulte. Alors, vous voyez, vous avez ici sur la courbe rouge en très plein qu'il y a des enfants qui vont naître d'emblée avec une fonction respiratoire qui va être suboptimale à la naissance. Alors, une des premières déterminants, c'est les déterminants génétiques. Il y a eu beaucoup d'études qui sont intéressées à faire de la pangénomie. Je vous en citerai deux ici. Alors, cette première étude, qui est une étude de cohorte qui s'était intéressée à des enfants qui étaient suivis de la naissance jusqu'à 24 ans, avec des VEMS qui avaient été faits entre l'âge de 5 et 24 ans. Et ils avaient regardé ce qui se passait en termes de trajectoire fonctionnelle. Et puis, ils avaient regardé s'il y avait une corrélation avec un score génétique qui était basé sur 77 SNP, qui avait été identifié dans la littérature comme pouvant être associé à une anomalie de la fonction respiratoire. Et donc, comme vous le voyez ici, il y avait en fait une corrélation inverse entre le score génétique et les trajectoires de VMS. Ici, vous avez la trajectoire haute et ici, vous avez une trajectoire basse. Et donc, on voit que plus la trajectoire est basse, plus le score génétique était élevé. Autre étude à plus large échelle, cette fois-ci une étude anglaise, plus de 346 000 individus qui avaient été inclus et pour lesquels on avait des données génétiques et des données de fonction respiratoire. Ici, les auteurs s'étaient intéressés aux gènes de développement pulmonaire, plus précisément, et donc ils avaient regardé également s'il y avait des polymorphismes nucléotidiques qui étaient associés avec des patterns de fonction respiratoire. Et la réponse, encore une fois, était oui. Ils avaient identifié 55 gènes, 55 polymorphismes nucléotidiques qui étaient associés à un pattern qui pouvait être soit restrictif, mesuré sur la CVF, soit obstructif, donc sur le rapport VMS sur CVF. Ces gènes, c'était essentiellement des gènes de facteurs de croissance, de régulateurs transcriptionnels, d'adhésion cellulaire ou de matrice extracellulaire. Donc, une composante génétique épigénétique qui est un des déterminants des trajectoires fonctionnelles.
Autre déterminant très important et maintenant bien connu, la prématurité et la dysplasie bronchopulmonaire. Alors ici, je vous mets une des méta-analyses la plus récente de la littérature, avec des enfants nés à terme et des enfants nés prématurément, qui avaient ou non une dysplasie bronchopulmonaire. Les patients ont été suivis jusqu'à... on avait des VEMS entre 3 et 52 ans selon les études. Il y avait 86 études qui avaient été incluses dans cette méta-analyse. Et ce que les auteurs montraient, c'était que si on était né prématurément, donc avant 36 semaines, d'aménorrhée, eh bien, on avait un VMS qui était significativement plus bas que les individus qui étaient nés à terme, cette perte de VMS était majorée si en plus s'associait à la prématurité une dysplasie bronchopulmonaire. Vous le voyez ici, vous avez une différence de moins 16% versus moins 9% quand on était uniquement prématuré sans dysplasie bronchopulmonaire. Donc un rôle de la prématurité, de la dysplasie bronchopulmonaire. Autre étude qui s'est intéressée à ce sujet et qui allait un petit peu plus loin parce qu'ils n'ont pas uniquement regardé le VEMS, mais ils ont regardé le risque de développer une BPCO quand on était né prématuré. Donc, vous voyez, on a des prématurés, de prématurité extrême jusqu'à la prématurité modérée. Et donc, vous le voyez ici sur cette courbe. Là, c'est les prématurés extrêmes, et puis ici, vous avez les post-termes. Et donc, il y avait un surrisque de développer une BPCO lorsqu'on était né prématuré. Donc, il y avait un gradient, évidemment, avec un odds ratio ici à 7,44 pour les grands prématurés et puis à 2,32 pour les prématurés modérés. Et là, de nouveau, ce risque, il était majoré s'il y avait une dysplasie bronchopulmonaire qui était associée à la prématurité. Alors, il y a d'autres déterminants qui peuvent jouer sur une anomalie de développement et donc une fonction respiratoire suboptimale que je ne vais pas forcément détailler, qui sont également connus. Le tabagisme maternel, évidemment, l'exposition au tabagisme in utero, les troubles nutritionnels maternels et en particulier l'obésité. On sait également que le petit poids de naissance est un facteur jouant sur les volumes pulmonaires et enfin la survenue d'infections maternelles pendant la grossesse. Si on s'intéresse maintenant à cette courbe-ci, qui est, vous voyez sur la courbe en pointillé, en fait, des individus qui vont naître a priori avec des poumons et une fonction respiratoire normale, mais qui vont avoir une croissance, cette fois-ci anormale. Et donc, on a énormément de facteurs qui sont liés à cette trajectoire. Et donc, je vais vous montrer plusieurs études. D'abord, cette première étude, qui est une étude très complète, une étude qui a été faite sur la cohorte de Tasmanie, donc des patients qui ont été inclus en 1966 à leur naissance, et puis qui ont été suivis jusqu'à l'âge de 53 ans avec des VMS qui ont été faits à différents moments de la vie. Vous voyez, 7 ans, 13 ans, 18 ans, 45 ans, 50 et 53 ans. Et donc, les auteurs ont réussi à construire des trajectoires fonctionnelles grâce à ces différentes mesures. Et vous voyez sur ce graphique 6 trajectoires qui ont été identifiées. Une trajectoire qui est dite supranormale et qui va rester supranormale, ici en bleu. La trajectoire dite normale, moyenne, ici en vert. Une trajectoire où on voit un rattrapage fonctionnel avec des enfants qui ont une fonction respiratoire basse dans la petite enfance et puis qui en fait vont rattraper pendant l'adolescence notamment et qui arrivent à 20 ans avec un VEMS normal. Et puis 3 courbes, 3 trajectoires avec des enfants qui naissent avec une fonction respiratoire, enfin qui sont dès la petite enfance avec une fonction respiratoire et qui vont rester avec une fonction respiratoire, donc dans une espèce de couloir, ne pas changer. Et puis 2 autres courbes, donc celle-ci en rouge bordeaux et puis la bleue, de patients qui naissent avec une fonction qui est un tout petit peu moins bonne que la normale et qui, au fur et à mesure du temps, va diminuer avec, pour la courbe bleue notamment, un déclin accéléré du VEMS. Donc 6 grandes trajectoires, une trajectoire de rattrapage fonctionnel. Et donc, qu'ont fait les auteurs avec toutes leurs données? Ils ont regardé qui allait développer une BPCO parmi les patients en fonction du groupe, de la trajectoire à laquelle ils appartenaient. Et donc, vous voyez ici que 75% des patients qui développaient une BPCO étaient en fait issus de ces 3 trajectoires avec un risque de développer une BPCO qui était significatif dans ces 3 trajectoires et qui était, on va dire, lié au degré d'anomalie de la fonction respiratoire. Donc, vous voyez ici ceux qui restaient un petit peu en dessous de la moyenne, mais il y avait un risque de un odds ratio de 3,7.
Quand on était tout le temps en dessous, on avait un risque de 9,5. Et puis, ces patients-là qui naissaient avec une fonction un peu moins bonne initialement et qui avaient un déclin accéléré du VMS, et ben, c'est chez ces patients-là qu'il y avait le risque le plus important de développer une BPCO. Les auteurs ont également regardé quels étaient les facteurs cliniques, donc les déterminants, qui étaient liés à l'une ou l'autre des trajectoires. Et ce qu'ils ont appelé, eux, les Childhood Disadvantage Factors, donc c'était les facteurs qui seraient déterminants pour être situés dans l'une ou l'autre des trajectoires. Et donc, dans les différents facteurs qu'ils ont retrouvés, il y avait l'asthme dans l'enfance, avec des odds ratios selon les trajectoires entre 1,7 et 4,2. C'était encore plus important si les patients présentaient des symptômes, enfin les enfants présentaient des symptômes fréquents ou si l'asthme était survenu de manière précoce. Il y avait également un surrisque d'être dans une trajectoire basse s'il y avait une présence d'atopie, donc la rhinoconjonctivite allergique, la dermatite atopique ou les allergies alimentaires. Et il y avait une vraie synergie s'il y avait de l'atopie et de l'asthme avec un ordre ratio qui était à 4,9, donc supérieur à l'atopie seule. Il y avait évidemment un surrisque s'il y avait un tabagisme maternel, donc l'exposition au tabagisme passif, et puis un surrisque en cas d'infection respiratoire dans l'enfance. Donc tous ces facteurs-là sont associés à un low FEV1 peak, en fait à une fonction respiratoire anormale au jeune âge adulte. Alors, dans les autres facteurs, dans les autres déterminants des trajectoires respiratoires, on notera également l'impact de la pollution atmosphérique. Vous avez ici une étude qui date un petit peu maintenant, qui est une étude américaine qui s'était déroulée en Californie, où les auteurs avaient inclus des enfants qui avaient à peu près 10 ans. Ils les avaient suivis sur le plan de la fonction respiratoire pendant 8 ans et ils avaient regardé s'il y avait une corrélation entre la concentration de divers polluants. On les avait ici, donc le dioxyde d'azote, les vapeurs d'acide, les particules fines. Et donc, ils avaient regardé s'il y avait une corrélation entre le fait d'avoir un VEMS bas, qui était défini par un VEMS inférieur à 80%, et le niveau de la pollution atmosphérique. Et comme vous pouvez le voir sur ces courbes, il y avait effectivement une vraie corrélation qui était significative pour tous les polluants qui avaient été mesurés entre la concentration de ces polluants et le fait d'avoir un VEMS qui était diminué. Alors, une grande question, c'est est-ce que on l'a vu, il y avait sur l'étude que je vous avais présentée précédemment, il y avait une trajectoire de rattrapage fonctionnel. Est-ce que c'est possible de rattraper? Est-ce que c'est possible de rattraper précocement? Alors, il y a une étude qui suggère que oui, ça c'était une cohorte qui était la cohorte PIAF. Vous avez évalué la fonction respiratoire pas sur un VMS, mais sur le Vmax ACRF chez des nourrissons, des jeunes enfants, entre 1 à 12 mois. Et puis, ils les avaient suivis jusqu'à 18 ans. Ils avaient regardé ce qui se passait en termes de VEMS. Et donc, vous avez ici deux groupes, un groupe supranormal et un groupe infranormal. Donc, les mesures à 1, 6 et 12 mois. Ça, c'était deux grandes trajectoires qui étaient identifiées. Et quand ils regardaient ce qui se passait ensuite après 6 ans, donc de 6 à 18 ans, et ben on voyait en fait, donc, pardon, vous avez que dans la courbe infranormale, il y avait 75% des enfants. Et donc, qu'est-ce qui se passe entre 6 et 18 ans? Et ben on voit qu'en fait, la courbe dans la trajectoire infranormale, il n'y avait plus que 20% des patients, des enfants, et qu'en fait, il y avait eu un rattrapage fonctionnel entre l'âge de 12 mois et l'âge de 6 ans avec des enfants qui étaient revenus à la normale, voire qui étaient passés dans le groupe supranormal, plutôt qui étaient revenus à la normale. Donc oui, un rattrapage fonctionnel précoce est possible. Alors dans cette étude, ils n'avaient pas regardé quels étaient les facteurs qui étaient associés, c'est dommage, quels étaient les facteurs qui étaient associés à un rattrapage précoce. Donc, pour résumer sur les déterminants des trajectoires et ce qui va faire qu'on atteint ou pas un pic de VEMS normal à l'âge adulte, et bien donc on l'a vu, il y a tout un tas de facteurs qui peuvent être soit préconceptionnels, intra-utéraux ou dans la petite enfance, dans l'enfance. Et donc, comment est-ce que nous, on peut agir? Bon, évidemment, réduire les agressions in utero, et un des premiers messages, ça doit être que le tabagisme maternel doit être absolument combattu. Il faut éduquer les patientes, les femmes enceintes, leur dire que c'est vraiment important parce qu'elles prennent un risque, évidemment, pour elles, mais également pour leur enfant qui va naître.
Alors, la vitamine D, j'ai mis un point d'interrogation parce qu'il y avait eu une étude qui avait évoqué le fait que peut-être que supplémenter les femmes en vitamine D alors qu'elles fumaient permettait de diminuer les risques, mais les résultats avaient été débattus, donc je ne vous ai pas présenté l'étude ici, et c'est pour ça que je laisse le point d'interrogation. Alors, prévenir l'obésité, prévenir les infections maternelles, évidemment, quand on peut, donc ça, c'est pour diminuer les agressions in utero. Et puis après, quelles sont les interventions qui favoriseraient un rattrapage fonctionnel? Donc, le tabagisme passif, encore une fois, bien sûr. Prévenir l'asthme, prévenir les manifestations atopiques. Oui, alors il y a des études qui ont essayé de regarder si le fait de bien traiter l'asthme et le fait d'avoir un asthme bien équilibré était associé avec une meilleure fonction respiratoire. Il semblerait en tout cas que ce soit pas vraiment le cas et que c'est pas parce que les patients, les enfants sont bien traités pour leur asthme qui vont changer de couloir ou de trajectoire. Donc, pour l'instant, prévenir l'asthme et les manifestations atopiques, ben, pas forcément de moyens, mais bien les traiter, oui, même si on n'a pas vraiment l'impression que ça puisse influer par la suite sur l'évolution de la fonction respiratoire. Alors maintenant, une fois que les patients bon, bah, ont atteint ce pic de fonction et qui n'est pas forcément, enfin, qui n'est pas normal, finalement, quel va être l'impact d'un pic de VMS bas aux jeunes adultes? C'est cette étude qui s'était intéressée à cette question. Trois grandes cohortes en population générale et ils avaient regardé les patients qui avaient un pic de VEMS entre 20 et 25 ans qui était inférieur à 80% et puis ils les ont suivis ensuite et ils ont regardé ce qui se passait en termes de comorbidité et puis de mortalité et de manière intéressante les auteurs retrouvaient que le fait d'avoir un pic de VEMS entre 20 et 25 ans inférieur à 80% était statistiquement associé à une prévalence plus élevée des comorbidités, qu'elles soient, vous le voyez ici, respiratoires, cardiovasculaires et à minima métabolique, et puis que ces comorbidités, elles arrivaient de manière plus précoce. Il y avait également un surrisque de mortalité toute cause chez les patients qui avaient un pic de VMS inférieur à 80%, avec, vous voyez ici, un hazard ratio à 2,3. Donc un vrai impact de ce pic de VMS bas atteint à l'âge adulte. Autre étude un peu plus récente encore, cette étude-ci, donc encore une étude de cohorte, 1170 patients inclus initialement, suivis, 144 patients, donc les patients étaient suivis du début de l'âge adulte et puis jusqu'à 60 ans, 144 patients qui développaient une BPCO à peu près à l'âge de 50-60 ans, et puis après, ils les avaient suivis pendant 17 ans pour voir ce qu'il advenait de ces patients qui avaient développé une BPCO, et donc quand on avait développé une BPCO, eh ben, il y avait une différence en termes de mortalité, et surtout sur la cause de la mortalité, selon qu'on provenait d'une trajectoire dite classique, c'est-à-dire un pic normal et puis un déclin accéléré, ou un pic bas. Et vous le voyez ici, finalement, la mortalité pour cause de maladie respiratoire était identique entre les patients qui avaient un pic de VMS bas, pardon, était identique à ceux des patients qui n'avaient pas de BPCO. En revanche, il y avait un surrisque, et ça corrobore les résultats de l'étude que je vous ai présentée juste avant, il y avait un surrisque de mortalité de toute cause, tout de même, chez les patients qui n'avaient pas atteint un pic de VMS normal à l'âge adulte. Alors ensuite, donc on a parlé de trajectoire, on va dire avant le pic de VMS, donc jusqu'à 20 ans. Et puis on sait aussi qu'il y a des trajectoires qui vont être différentes après ce pic, et en particulier sur la survenue de la BPCO, quel patient va être plus susceptible, plus à risque de développer une BPCO. Donc, vous voyez ici, je vous ai représenté différents groupes de patients. Alors, je ne vais pas avoir le temps de parler de tout et j'ai choisi de vous parler de l'après-BPCO et du prisme. Donc, on a des patients qui développent une BPCO de manière précoce, hein, ce qu'on appelle les BPCO du sujet jeune, définis par la BPCO qui survient avant l'âge de 50 ans. Ça, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais je vais vous parler de ces deux populations-là, ces deux groupes de patients-là, les patients qui ont une pré-BPCO et puis les patients qui ont un prisme, qui sont... en fait, on va commencer par la pré-BPCO. La pré-BPCO, c'est une association entre la présence de symptômes respiratoires chroniques, plus ou moins associés à des anomalies pulmonaires structurelles, plus ou moins associés à des anomalies physiologiques, et en particulier des volumes pulmonaires ou de la diffusion, chez des patients qui ont un rapport VMS sur CVF supérieur ou égal à 0,7, donc qui ne sont pas BPCO. Et donc, cette entité, elle est apparue récemment, elle est apparue dans le GOLD 2023, et afin d'identifier des patients qui allaient évoluer vers la BPCO et qui seraient plus particulièrement à risque.
Alors, la prévalence de la pré-BPCO, il y a énormément d'études et la prévalence va varier un petit peu en fonction de la définition utilisée pour la pré-BPCO. Les études les plus récentes, vous voyez ici, alors on a la COPD-Gene et puis EpiScan, des prévalences qui varient entre 22 et 23%. Donc, une prévalence qui est quand même importante. Et puis, la pré-BPCO, elle s'accompagne d'un fardeau clinique. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser à ces patients, je pense, puisque ce sont des patients qui ont, des symptômes respiratoires plus importants que des patients qui n'ont jamais fumé, voire même quasiment aussi importants que des patients qui ont des PCO légères à modérées. Vous voyez ici, c'était une étude qui datait de 2016. Des patients qui ont des risques d'exacerbation respiratoire qui est augmenté. Vous le voyez ici sur ce graphe avec encadré en rouge les exacerbations de patients qui étaient symptomatiques mais qui n'avaient pas de troubles ventilateurs obstructifs. Vous voyez ici, là, vous avez les anciens fumeurs qui ne sont pas symptomatiques. Et puis ici, vous avez les patients BPCO légers à modérés. Vous voyez que le taux d'exacerbation était au moins aussi élevé, voire plus élevé chez les patients qui n'avaient pas de troubles ventilateurs obstructifs, mais qui présentaient des symptômes cliniques chroniques. La pré-BPCO, elle s'accompagne également d'une limitation à l'effort. Vous voyez ici, évaluée sur le test de marche de 6 minutes, entre les patients qui sont symptomatiques et asymptomatiques, on avait une distance parcourue au test de marche qui était significativement inférieure. Donc, un groupe de patients qui ne rentrent pas dans la définition de la BPCO, mais qui réellement a un vrai fardeau. Alors, quand on regarde les patients, justement ces patients pré-BPCO et qu'on s'intéresse à leur trajectoire fonctionnelle, cette étude, c'est ce à quoi s'est intéressée cette étude, qui est une étude également de cohorte, qui avait inclus des patients qui initialement n'avaient pas de troubles ventilateurs obstructifs. Ils les avaient suivis pendant 4 ans et ils les avaient suivis en fonction de leur VEMS justement à l'inclusion, donc un VEMS de base bas, vous voyez ici 75-76% ou haut, environ 100%, et ils avaient regardé qui allait développer une BPCO en fonction des différents groupes. Et on voit bien ici qu'il y avait un risque majeur de développer une BPCO, c'est la courbe là en rouge, chez les patients qui avaient un VEMS bas, inférieur à 80%, et un déclin accéléré de la fonction respiratoire, avec ici un hazard ratio qui était à 36 pour ce groupe de patients-là et qui avait un gradient en termes de risque de développer la BPCO en fonction du VEMS de base et puis du déclin du VEMS. Alors, est-ce qu'on peut prédire l'évolution vers la BPCO chez ces patients qui ont une pré-BPCO? Alors ça, c'est la question à laquelle a essayé de répondre cette étude avec l'utilisation de la cohorte Loveless Smokers. On note qu'il y a 82% de femmes. Ils ont pris des patients qui n'avaient pas de troubles ventilateurs obstructifs, qui étaient symptomatiques ou asymptomatiques. Ils les avaient suivis pendant une durée d'à peu près 6 ans. Ils avaient fait des spirométries avant et après. Et au bout de 6 ans, ils avaient regardé qui avait développé une BPCO. Et chez ceux qui avaient développé, enfin, dans le groupe qui avait développé une BPCO, ils avaient essayé de regarder quels étaient les facteurs cliniques ou les déterminants cliniques qui pourraient essayer de prédire l'évolution vers la BPCO. Ils avaient construit un calculateur de risque, vous voyez ici. Et donc, ils avaient trouvé 3 grands critères qui, selon eux, étaient déterminants majeurs de l'évolution vers la BPCO. Vous avez ici, alors, pas un trouble ventilateur obstructif, mais un rapport VEMS sur CVF dit bas, c'est-à-dire compris entre 0,7 et 0,75, l'intensité du tabagisme, le fait d'avoir un BMI inférieur à 25, et puis le fait d'avoir une bronchite chronique. Et donc, si les patients avaient les 4 déterminants, eh bien, ils avaient 85% de chance ou de malchance de développer une BPCO. Alors, il y a d'autres scores qui ont été proposés là très récemment et qui finalement retrouvent à peu près les mêmes déterminants d'évolution vers la BPCO, le tabagisme, la bronchite chronique. Et voilà, un mot rapide sur le prisme. Prisme, qu'est-ce que c'est? C'est Preserve Ratio Impaired Spirometry. Et donc, c'est un groupe de patients qui a été identifié, c'est en 2014, une grande étude de cohorte de la COPD-Gene, où ils avaient donc analysé les fonctions respiratoires de plusieurs milliers de patients. Et donc, ils s'étaient aperçus qu'il y avait des patients qui n'avaient pas de troubles ventilateurs obstructifs,
mais qui, vous voyez ici, un VEMS sur CPF supérieur à 0,7, mais qui avait un VEMS inférieur à 80%. Ce groupe-là représentait 12,3% des patients de la cohorte. Euh, et, et ce que retrouvaient les auteurs dans cette étude, c'était que le fait d'appartenir à ce groupe, donc ce groupe PRISM, c'était associé à une majoration de la dyspnée, à une distance parcourue au test de marche plus faible, à la présence de plus d'emphysème sur le scanner, à une CPT plus faible, et également à un épaississement des parois bronchiques. Donc, un état également enfin, un groupe, un sous-groupe finalement de patients pré-BPCO, mais qui a été particulièrement mis en avant suite à la publication de cette étude. Alors, les patients PRISM, ce groupe de patients, il est probablement un peu particulier parce que, et ça c'est une étude un peu récente qui s'était intéressée justement aux trajectoires des patients PRISM, que deviennent les patients PRISM, dans quelle proportion, enfin, dans quelle proportion ils évoluent vers une BPCO. Et donc, vous voyez ici, 1160 patients, 4 trajectoires, soit les patients qui avaient un prisme, ici en bas, la noire et la courbe noire et jaune, ou soit les patients qui n'avaient pas de prisme, la courbe verte et rouge. Et un des messages principaux de cette étude, c'est qu'il y avait une variabilité individuelle qui était très importante. Il y a d'autres études qui l'ont montré, et que les patients passaient d'un état de normal à prisme ou revenaient de prisme à normal, possiblement plusieurs fois au cours de leur vie. Alors, ça, c'est probablement parce qu'il y a probablement un rôle du poids et de l'IMC dans cette entité, parce que le fait d'avoir un VEMS bas peut aussi être précurseur du développement d'un trouble anti-inflammatoire restrictif ou en tout cas un marqueur de restriction liée à l'obésité. Possiblement aussi parce qu'il y a un impact du rôle dans la qualité de la mesure et que selon le patient a plus ou moins bien soufflé, ça peut faire varier le VEMS et donc faire rentrer le patient ou pas dans ce groupe dans ce sous-groupe. Euh, et donc, voilà, donc un message, prisme, oui, ça semblerait avoir un impact. C'est probablement un sous-groupe des patients pré-BPCO, néanmoins, une variabilité individuelle importante. Et puis, quand on s'intéresse maintenant aux causes de mortalité chez les patients, il y a une étude très récente qui avait regardé quelles étaient les causes de mortalité selon qu'on avait une spirométrie normale, un prisme ou une BPCO. Et ce qu'on voit dans le groupe prisme, qui représentait à peu près 10,3% des décès dans cette étude, c'était que la principale cause de mortalité dans ce groupe était les causes cardiovasculaires. 31% des patients décédaient de causes cardiovasculaires, ce qui était plus que les patients qui avaient une spirométrie normale, mais également plus que les patients qui étaient BPCO Gold 1 ou 2. Et donc, probablement un groupe un petit peu à part entière de patients qui n'évoluent pas forcément vers une BPCO, mais qui ont probablement d'autres comorbidités qu'il faut rechercher, évidemment. Un mot rapidement sur les trajectoires. Alors, grâce à l'avènement des techniques d'imagerie, on a de plus en plus d'études qui s'intéressent justement à caractériser les patients sur le plan scanographique et à regarder quelle est justement va être l'évolution des atteintes scanographiques. Alors ici, je vais vous parler de la dysynapsie. La dysynapsie, j'en avais un petit peu parlé quand on parlait de la croissance normale du poumon et des voies aériennes. La dysynapsie, ça correspond en fait à une inadéquation entre le calibre des voies aériennes et le volume pulmonaire total. Et donc, ici, dans cette étude, les auteurs avaient utilisé plusieurs grandes cohortes et ils avaient fait des scanners à leurs patients et ils avaient regardé s'il y avait une corrélation entre le degré de dysynaptie qui était mesuré par un ratio qui était le airway to lung ratio. Est-ce qu'il y avait un degré, une corrélation entre l'obstruction bronchique et la dysynapsie? La réponse était oui. Vous voyez ici alors des exemples de scanners des patients, donc 5 groupes en fonction de leur ratio airway to lung ratio. Et puis en dessous, vous avez les rapports de Tifno des patients. Et vous voyez que plus le degré de dysynapsie est important, plus les patients avaient un trouble ventilatoire obstructif. Donc ça, c'était à l'inclusion. Et puis, chez ceux qui n'avaient pas de BPCO, ils les avaient suivis entre 2 et 6 ans. Ils avaient regardé s'il y avait une association entre le fait d'avoir une dysynapsie et de développer une BPCO, donc sur le temps de suivi. Et la réponse est oui, puisqu'ils avaient un risque relatif qui était de 8,12. Ça, c'était après avoir ajouté sur tous les facteurs de risque classiques de la BPCO, en particulier le tabac. Et ce risque relatif, il était même plus élevé que le risque relatif lié au tabac lui-même, qui était de mémoire autour de 4 ou 5. Voilà. Autre élément intéressant, c'est que le degré de dysynapsie
il était stable au cours du suivi, ce qui fait penser que probablement le fait d'avoir une dysynapsie, c'est quelque chose qui vient, qui n'est pas évolutif au cours de la vie adulte, mais qui s'est probablement produit soit à la naissance, soit dans l'enfance. Et donc, des anomalies radiologiques qui pourraient témoigner d'anomalies de croissance ou de développement antérieur. La dysynapsie, toujours avec les mêmes patients, ils les ont suivis un petit peu plus longtemps, là, vous voyez, 15 ans, ils ont regardé il y avait une corrélation entre la mortalité et le degré de dysynapsie. Vous voyez ici les quatre courbes avec le degré de dysynapsie qui augmente, ici le degré le moins élevé, et puis ici le plus élevé avec la courbe noire. Et les auteurs montraient qu'il y avait une relation directe entre la mortalité de toute cause à 15 ans et le degré de dysynapsie, la mortalité à la BPCO, liée à la BPCO, pardon, et puis également les mortalités cardiovasculaires et par cancer pulmonaire. Et donc, une des hypothèses qui émanait de ces résultats, c'était que possiblement, les patients qui avaient une dysynapsie avaient une sensibilité qui était accrue aux particules toxiques inhalées ou potentiellement il y avait un terrain génétique ou des facteurs épigénétiques qui témoigneraient, qui seraient la cause d'une atteinte multi-organe et qui pourrait expliquer pourquoi pourquoi la mortalité était supérieure chez les patients présentant une dysynapsie. La mortalité toute cause. Donc, je vous parlais des trajectoires radiologiques. Autre étude très intéressante, parue en 2019, une étude sur la cohorte COPD gene. Et là, dans cette étude-là, les auteurs avaient on voulait regarder s'il y avait des patterns radiologiques chez les patients BPCO d'abord. Donc là, vous voyez, ils ont identifié deux patterns radiologiques. Ils avaient utilisé de l'intelligence artificielle, du machine learning. Et donc, ils identifiaient deux grands patterns. Un premier pattern qui montrait qu'il y avait une évolution des tissus vers les voies aériennes, donc une atteinte d'abord du parenchyme pulmonaire et puis des voies aériennes. Ça, c'était 70% des patients, vous voyez ici. Avec la bronchite normale et puis la réduction du calibre des voies aériennes. Et un autre groupe, environ 30% des patients, chez qui il y avait une atteinte première des voies aériennes et puis secondairement une atteinte parenchymatose. Donc, deux phénotypes radiologiques. Et donc, ils ont essayé de regarder si les phénotypes radiologiques, et puis ils avaient, pardon, je ne vous ai pas montré, mais il y avait des stades d'atteinte, vous voyez ici, 1 à 8 pour chacun des patterns. Et donc, ils avaient essayé de voir si le degré d'obstruction bronchique était corrélé avec les stades d'atteinte. Et la réponse était oui, que ce soit pour l'un ou l'autre des patterns, il y avait une vraie corrélation entre les stades radiologiques et le degré d'obstruction. Et il y avait également une corrélation avec le degré d'obstruction initial et puis le degré de son évolution sur les 5 ans. Ils avaient ensuite regardé si ces patterns, l'identification de ces patterns, on pouvait l'appliquer à des patients fumeurs contrôle, donc qui n'étaient pas BPCO. Et donc, encore une fois, la réponse était oui. Ils avaient à peu près 30% des patients fumeurs contrôle, qui n'avaient pas de trouble ventilateur obstructif, qui avaient une atteinte, que ce soit dans un groupe, enfin, un pattern ou dans l'autre, avec un stade qui était au moins au stade 1, et qu'il y avait une vraie corrélation radiofonctionnelle entre le degré d'atteinte radiologique et, alors évidemment, ils n'avaient pas un trouble ventilateur obstructif, mais le niveau du rapport VEMS sur CV, et que chez les patients qui avaient une atteinte fonctionnelle identifiée avec cet algorithme-là, il y avait 20 à 23% de patients qui évoluaient vers une BPCO. Un tout petit mot maintenant, et c'est quasiment la fin. Finalement, les trajectoires, on l'a vu, il y a les trajectoires, les trajectoires avant le pic de VEMS, il y a des trajectoires après l'atteinte du pic de VMS et l'évolution vers la BPCO et le risque d'évolution vers la BPCO selon le degré d'atteinte fonctionnelle. Est-ce qu'il y a des trajectoires selon la cause de la BPCO? Alors moi, je pense que oui. Ouais, finalement, tout est probablement lié. Vous voyez ici, alors c'est une classification qui a été proposée d'abord par Stolz en 2022, puis qui a été reprise après dans le rapport de Gold, où la BPCO a été classifiée par cause ou étiotype.
avec les causes dont on a finalement déjà parlé, hein, des causes génétiques. Alors, je ne suis pas revenue dans cette présentation sur le déficit en alpha-antitrypsine, qui est évidemment une des maladies monogéniques que l'on connaît bien, qui est liée à la BPCO. Les événements dits dans la early life events, donc dans l'enfance, et donc c'est le développement ou la croissance pulmonaire anormale. Les infections, on en a un petit peu parlé. Dans les infections, il y a notamment la tuberculose. Le tabac et l'exposition aux polluants, que ce soit domestiques ou environnementales extérieures. Et puis, les expositions également professionnelles. Et donc, est-ce que le fait d'avoir une BPCO qui provient de tel ou tel éthiotype ou éventuellement de plusieurs éthiotypes, c'est important pour classer les patients et puis pour identifier quelle trajectoire ils vont prendre? Et ben, la réponse, c'est probablement oui. On n'a pas encore complètement toutes les réponses, mais vous voyez ici sur ce schéma, l'idée de classer la BPCO par éthiotype, par cause, l'idée derrière, ce serait de pouvoir identifier des endotypes, c'est-à-dire des caractéristiques biologiques, radiologiques éventuellement, liées des endotypes aux causes et lier ces endotypes à des phénotypes, avec probablement des mécanismes physiopathologiques qui sont spécifiques à chacune des trajectoires, des pronostics et des comorbidités qui vont être spécifiques également à chacune de ces trajectoires. Et puis, le plus important, c'est réussir à enrayer l'évolution, éventuellement à trouver des cibles thérapeutiques en fonction de la cause et des endotypes, des phénotypes. Voilà, donc je vais terminer ici. Les principaux messages et les challenges qui restent encore à relever, ça va être d'abord d'identifier et de réussir à modifier précocement les trajectoires qui sont dites à risque. Alors, des déterminants modifiables, vous le disiez, il y en a sur lesquels on peut déjà jouer, et le tabac, ça doit rester un combat quotidien pour tout le personnel de santé, je pense. L'asthme et l'atopie dans l'enfance, le prévenir quand c'est possible, oui, mais comment? Ça, c'est une vraie question. Le traiter, même si on n'a pas l'impression que bien traiter les patients, eh ben, ça modifie leur trajectoire ultérieure. Mais après, ce qui nous reste à faire, ça va être d'identifier les mécanismes physiopathologiques qui sont associés à ces trajectoires, et notamment la trajectoire de rattrapage, dont pour l'instant on ne sait pas grand-chose, mais qui est probablement la trajectoire qu'il va falloir étudier pour essayer de trouver des cibles qui vont nous permettre de faire passer les enfants dans cette trajectoire basse et de les faire venir à la normale. Alors, est-ce qu'il y a des biomarqueurs qui vont être associés à ces trajectoires? Ça, c'est effectivement un des challenges qui nous reste également à relever. Dans les choses qu'on pourrait faire déjà au quotidien, est-ce que il faudrait, dans le cadre du suivi des enfants, comme on vérifie leurs yeux, comme on vérifie leurs oreilles, est-ce qu'il faudrait évaluer systématiquement la fonction respiratoire dans la première partie de vie, à des moments clés? Peut-être, parce que si on trouve des cibles, ça serait intéressant. Il faudra qu'on sache d'où on part chez les enfants. Et puis, je pense penser à recueillir systématiquement les données en périnatal, c'est également important. Bon, la pré-BPCO et les trajectoires de deuxième partie de vie, on vient d'en parler, donc je vais faire très rapidement, mais ce sont des patients qui ont un vrai fardeau au niveau des symptômes et qui ont une morbimortalité qui est non négligeable, avec probablement des déterminants cliniques, la bronchite chronique, le degré de tabagisme, et puis de quel VEMS ils partent. Ça, c'est les critères qui sont probablement déterminants. On ne sait pas grand-chose encore de la pré-BPCO chez les non-fumeurs, je ne vais pas vraiment me détailler, mais ça, c'est une vraie question aussi. Et puis, comment les surveiller, ces patients, comment réduire leur fardeau, hein. Il y a des études qui ont essayé de s'intéresser à la prise en charge thérapeutique des patients de pré-BPCO qui, malheureusement, n'ont pas été conclusives. Et donc, encore une fois, je terminerai par ce message-là. Une des interventions dont on sait qu'elles vont leur permettre de s'améliorer et éventuellement d'enrayer la trajectoire descendante du VMS, ça va être le sevrage tabagique. Et c'est là-dessus qu'il faut insister, à mon sens. Je vous remercie. Merci beaucoup, Lucille, pour cette présentation. Je ne sais pas si dans l'audience, il y a des questions sur la présentation. Oui, Jacques Brouat. Bonjour, est-ce que vous m'entendez?
Vous Oui. m'entendez? Très bien. Oui. Je suis pneumopédiatre, hein, donc un peu loin de vos âges, mais je voulais à tout prix vous écouter justement sur cette évolution de mes collègues pneumologues qui commencent à prendre en compte la survenue des épisodes durant la pédiatrie. Je crois que c'est très important ce que vous avez dit en conclusion. Il faut que vous récupériez les antécédents néonataux et les premières années de vie. Ma question, c'est que je suis toujours gêné dans ces études sur la BPCO. J'ai toujours l'impression que on n'a pas d'études vraiment poussées sur l'efficacité des traitements. Toutes ces études épidémiologiques, on se demande toujours si oui ou non les patients ont bénéficié d'un traitement ou non, notamment ceux qui ont eu la pré-BPCO et votre nouveau terme est fantastique. Je ne connaissais pas du tout ce terme sur cette croissance. C'est pas le mien. Voilà, mais je ne le connaissais pas du tout, donc je le note et je vais essayer de l'apprendre par cœur. Est-ce qu'il existe vraiment des études qui montrent que si on prend, vous, les adultes, des pré-BPCO, les mettre sous un traitement BPCO, même s'il n'y a pas l'AMM, changeait justement les profils, hein, l'évolution? C'est une excellente question. Il y a, à ma connaissance, deux études qui ont été à peu près bien faites, qui ont tenté de répondre à cette question. Une première étude qui remonte, si je ne dis pas de bêtises, c'est début des années 2000, c'est 2022, je crois, qui était parue dans New England. Et ils avaient effectivement inclus des patients fumeurs, euh, un profil clinique plutôt de type bronchite chronique, qui ne présentait pas de BPCO, donc n'avait pas de trouble ventilateur obstructif, et qui avait un certain degré de symptômes qui étaient mesurés sur le CAT. Et il les avait traités avec des bronchodilatateurs, une association de bronchodilatateurs de longue durée d'action, des anticholinergiques et des bêta-2 mimétiques. Et malheureusement, c'est une étude qui est négative avec pardon, leur endpoint qui était l'amélioration des symptômes. Vous avez regardé tout un tas de critères secondaires, notamment le VMS, par exemple. Et donc, tout sortait négatif dans cette étude, avec une étude sur laquelle on peut porter un regard critique, puisqu'ils avaient effectivement inclus des patients bronchitiques chroniques, qui n'avaient pas de trouble ventilateur obstructif, dont on ne sait pas bien quels étaient entre le degré de symptômes type 2, expectoration et dyspnée. On ne savait pas très bien qui était qui et à qui ils ont mis des bronchodilatateurs. Et donc, est-ce que les bronchodilatateurs, c'est le meilleur traitement pour améliorer les symptômes de quelqu'un qui tousse et qui crache? C'est une question qu'on peut se poser. En tout cas, cette étude-là était négative. Et il y a une deuxième étude plus récente. Là, c'était rigolo. Ils avaient inclus des patients, c'était pas des fumeurs, c'était des patients exposés au tabagisme passif, des personnels navigants qui étaient symptomatiques. Alors, ils avaient regardé aussi de mémoire ceux qui avaient des troubles de la diffusion. Bref, ils les avaient traités également avec un bronchodilatateur. Et là, de nouveau, pas d'effet, que ce soit sur la fonction respiratoire, ce qu'ils avaient regardé, et puis les symptômes cliniques. Donc, pour répondre à votre question, oui, les patients pré-BPCO, il y a des études qui ont été faites, pas beaucoup. Et pour l'instant, aucune d'entre elles n'est- ne permet d'améliorer les patients. Donc, une vraie question qui reste une vraie question, hein. Encore une fois, la seule intervention dont on sait qu'elle améliore les symptômes des patients, c'est d'arrêter de fumer. Mais c'est vrai qu'une fois qu'ils ont arrêté de fumer, s'ils restent symptomatiques et qu'ils n'ont pas de BPCO à proprement parler, ben, on peut être parfois, on peut être souvent même démunis face à ces patients. Alors moi, j'avais une autre question, enfin, en tout cas commentaire. On est quand même marqué par l'association entre le fait d'avoir une trajectoire basse et le fait d'avoir des comorbidités, l'association entre les deux. Tu as montré aussi les prises qui ont plus de comorbidités. Donc, globalement, et on voit, enfin, c'est pas forcément évident que ce soit le VMS soit la cause de ces comorbidités, mais peut-être le révélateur d'une fragilité. Et donc la question, mais peut-être que Jacques Brouard aussi a une réponse là-dessus. Ma question, c'est est-ce que tout ça, c'est la conséquence, par exemple, de la prématurité, ou est-ce que la prématurité par elle-même n'est pas déjà le révélateur d'une prédisposition sous-jacente à avoir des problématiques générales de développement dans lequel s'inclut l'anomalie de développement pulmonaire, mais aussi éventuellement l'anomalie de développement des autres organes qui font les comorbidités?
Alors, si on me donne la parole, je dirais que c'est la même chose avec les bronchiolites AVRS. C'est-à-dire que c'est toujours l'œuf et la poule. Est-ce que ceux qui font les symptômes sévères, c'est parce qu'ils avaient justement cette géométrie des voies aériennes déficitaire, ou est-ce que c'est le virus lui-même qui est particulièrement agressif? C'est toujours le problème de l'œuf et la poule, en effet. Je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. C'était une vraie question. Ça agit probablement dans les deux sens. Dans les facteurs liés, enfin connus pour, je parle sous contrôle huissier, mais dans les facteurs qui sont liés à la prématurité, il y a tout un tas de facteurs maternels, notamment l'insuffisance placentaire, notamment si je me souviens bien, l'état nutritionnel maternel, même les infections maternelles, dont on sait qu'elles sont aussi associées de manière indépendante au fait d'avoir un VEMS, une fonction respiratoire dès le plus jeune âge basse. Donc, on a des facteurs qui semblent être aussi les mêmes. Alors, euh, est-ce que effectivement ces facteurs-là favorisent une prématurité, parce qu'on sait que même la prématurité est minime, hein, les enfants qui sont nés entre 37 et 41, même ces enfants-là, ils ont une fonction respiratoire qui est un tout petit peu moins bonne. Donc, est-ce que ces facteurs qui peuvent jouer à la fois, enfin, pour lesquels il a été montré qu'ils étaient associés à une fonction respiratoire moins bonne, indépendamment du terme, et associés à la prématurité. Est-ce qu'il y a un continuum entre ces états pathologiques? Je n'ai pas vraiment la réponse. Et alors, un autre point qui n'est pas forcément très clair pour moi, c'est est-ce que ces BPCO qui sont issus d'une croissance insuffisante, peu importe comment on le décline, par rapport à ceux qui ont un déclin accéléré avec un poumon normal, est-ce qu'elles sont vraiment similaires? Est-ce qu'elles sont différentes de ceux qui ont un déclin en termes de déclin, en termes de pronostic, en termes d'exacerbation? Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de choses là-dessus. Non, il n'y a pas énormément de choses. Il me semble, dans le seul élément de réponse que je pourrais apporter, c'était sur les symptômes, si je me souviens bien. En fait, quand les patients arrivaient à la, à la BPCO, c'est-à-dire au trouble ventilatoire obstructif, mais que le déclin du VEMS n'était pas accéléré, voire même parfois était même plus lent que les patients qui avaient un pic de VEMS normal, et ben ces patients-là, souvent, on passait à côté. Et c'est aussi les patients, c'est probablement des patients qui ont la BPCO dite précoce, enfin pas précoce, pardon, mais du sujet jeune. C'est probablement ces patients-là qui vont en fait avoir des voies aériennes plus petites, si on peut dire, qui vont s'y habituer et qui ne vont pas présenter de symptômes ou de les présenter très tardivement. Parce qu'en fait, ils auront passé, je sais pas, 20, 30, 40 ans avec une fonction respiratoire infranormale, mais ils s'y seront habitués finalement. Et donc, probablement que ces patients-là, à rapport VMS sur CVF égal, entre ceux qui avaient une anomalie de développement et puis ceux qui ont acquis le trouble ventilatoire plus tardivement parce qu'il y avait un déclin accéléré du VMS, et ben probablement que ces patients n'ont pas, enfin pas probablement, mais il me semble qu'il y avait une étude qui avait montré que ces patients n'avaient pas le même niveau de symptômes. Donc ça pourrait être en tout cas un des points de différence entre ces deux types de patients. Très bien. Je ne sais pas s'il y a encore une question dans l'assistance. Il nous reste 2-3 minutes. Bon. Dans ce cas-là, je pense qu'on va pouvoir vous remercier encore tous et surtout remercier Lucile pour cette belle présentation donc, qui sera mise aussi à disposition de la FHU pour tous ceux qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui. Sandrine, si tu veux conclure. Oui. Est-ce que vous voyez l'écran ou pas avec la dernière diapo? Oui, elle n'est pas en plein écran, mais c'est pas grave, elle est lisible. Alors, hop, je la remets en plein écran, ça devrait être bon de votre côté.
Merci beaucoup, docteur Regard, pour ce topo très riche d'enseignements, d'informations. Il me reste à vous remercier tous pour vous être connectés. Et puis, je vous donne rendez-vous mardi le 30 avril 2024 à 13 heures pour la 23e conférence du dernier mardi du mois qui sera présentée par le docteur Damien Bazy, qui est pneumologue au CHU d'Amiens et qui nous parlera des pleurésies infectieuses et des résultats de son étude de PK-Plèvre. Voilà pour moi. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne après-midi et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.